Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir, et vous le savez, que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité est portée ce soir sur les ministères de pôle économique et les investisseurs installés au Gabon, ensemble pour la tenue d'un conseil, l'objectif étant de renforcer le dialogue public-privé. Nous ne serons pas en reste de ces discussions, plusieurs thématiques susceptibles de restaurer la confiance entre les parties. Les habitants de Banjul retiennent toujours leur souffle. Pour le moment, l'ultimatum a été repoussé pour quelques heures encore et les pourparlers pour une sortie de crise se poursuivent avec Yaya Jammeh, président sortant de la République de Gambie. Nous aurons les contours de ces tractations justement dans ce journal. Et puis, Donald Trump, 45e président des États-Unis, a été investi en fin d'après-midi au Capitole. L'Amérique d'abord, c'est ce qui ressort du premier discours du nouveau président de la première puissance mondiale. Voilà pour les titres. Au programme de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, depuis Aoyem, le duel au sommet du groupe C entre la RDC Congo, leader de la poule, et la Côte d'Ivoire, tenant du titre, qui s'est soldé par 2 buts partout entre les deux équipes de la 5e rencontre en phase finale de la CAN 2017. Le Maroc affronte le Togo, battu d'entrée 1-0 par une belle équipe congolaise. Les Lions de l'Atlas n'ont plus le choix à l'heure d'affronter les éperviers autour d'un bon nul devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'annonce âpre entre le maître Claude Leroy et son élève Herné Renard. Rappelons que la rencontre a débuté du côté d'Oyem. Tenu ce vendredi, je vous le disais en titre, au nord de Libreville, d'un conseil regroupant les ministères de pôle économique et les investisseurs installés au Gabon. Une rencontre présidée par le Premier ministre. Objectif, renforcer le dialogue public-privé. Kevin Oswald Doukaga et Jospin Mbambadianga nous font le point. Le Gabon réaffirme sa volonté de relancer son économie. Parmi les pistes envisagées, impliquer les investisseurs dans la prise de décision, d'où la tenue ce vendredi au nord de Libreville d'une réunion ministérielle préparatoire à la tenue de la première rencontre du Haut Conseil pour l'investissement, HCI, prévue dans les semaines à venir. 3 heures d'échange en toute sincérité entre d'un côté le gouvernement sous la conduite du Premier ministre et de l'autre les investisseurs installés dans le pays. La politique aujourd'hui engagée tend à donner plus de présence, plus de poids au secteur privé dans le développement du pays. Le plan de relance économique, comme indiqué par le chef du gouvernement, passe nécessairement par un partenariat équilibré avec l'ensemble des partis. Emmanuel Issozengonde a appelé l'ensemble des participants à un devoir de vérité et d'action sans mettre de côté les efforts du gouvernement dans l'amélioration du cadre de partenariat du secteur public-privé. Le dialogue public-privé est nécessaire. Il est même fondamental, surtout que la conjoncture actuelle oblige l'État, qui est un acteur important du développement économique, mais aussi les opérateurs économiques, à travailler en partenariat et en étroite synergie. La solution passe par une entente cordiale, par le rétablissement de la confiance entre ces deux parties. Le dialogue public-privé se veut être un moyen pour atteindre les objectifs fixés par les autorités du pays, avec comme piste faire participer le secteur privé aux réformes qui seront intégrées dans le plan de relance économique. Les partis Un comité de réflexion a été par la suite mis en place. Les partis plancheront sur plusieurs thématiques susceptibles d'installer, sinon de restaurer la confiance entre les différents partis. 5 axes prioritaires dont les procédures administratives, la justice, le foncier, l'emploi, la fiscalité devront constituer les points essentiels des échanges dans le cadre de ce dialogue public-privé initié par les autorités gabonaises. Les partis ont 1 mois pour pondre une feuille de route capable d'améliorer le climat des affaires. Pour les investisseurs, c'est un nouveau départ. Les thématiques qui ont été abordées ici sont fondamentales. Et je crois qu'on veillera à ce que nous puissions jouer un rôle extrêmement moteur dans ces discussions et ces échanges. Le phénomène du capital humain qui est mentionné en thématique 4 est tout aussi important parce que plus le Gabon ira vers des produits de transformation, plus les technologies et les métiers seront nouveaux, et plus il faut songer à former les gens et à les accompagner, d'où l'école des mines et de la métallurgie. C'est une question qui touche la zone économique d'Uncock puisqu'elle est naissante. Et sur la zone, nous avons un bon nombre d'opérateurs économiques
qui effectivement au quotidien de leurs activités sont confrontés à certaines problématiques de procédures administratives, disponibilité des financements. Et donc cette réunion, ce comité interministériel est une très bonne plateforme qui vient justement pour répondre à ces préoccupations. Il est clair, les autorités gabonaises tiennent à restaurer la confiance en confirmant sa volonté à accompagner les promoteurs et cela passe par de nouvelles méthodes de gouvernance. Le Conseil gabonais des chargeurs a un nouveau siège. La cérémonie officielle a eu lieu ce vendredi dans la commune de Ntoum. C'est à près d'une quarantaine de kilomètres de Libreville. Ce nouveau siège permettra de renforcer les capacités d'un secteur en profonde mutation, comme nous le rapporte Mirandangé. Le Gabon poursuit l'encadrement du trafic aérien routier à travers la mise en place d'une nouvelle antenne ce vendredi dans la commune d'Ntoum, à une quarantaine de kilomètres de Libreville, la capitale. Cette nouvelle structure, dont les locaux se trouvent dans la préfecture de la commune, vient renforcer le tissu économique. L'antenne provinciale du Conseil gabonais des chargeurs réunis, installée en Ntoum, permettra d'abord dans un premier temps à la commune de Ntoum de bénéficier d'un service de concentré de l'État et d'obtenir peut-être un fichier du flux des marchandises qui rentrent dans notre capitale Libreville. Le secteur terrestre connaît de profondes mutations et cette nouvelle antenne aura pour but d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques d'encadrement du trafic terrestre et des marchandises de la sous-région CEMAC. Le Conseil gabonais des chargeurs entend jouer sa partition en améliorant le trafic de fret frontalier par route qui nécessite une évaluation de son volume de flux et un suivi régulier des coûts en frais de transport et de tracasseries diverses en application des dispositions législatives en vigueur. En dehors de la commune d'Ntoum, 2 autres antennes ont été mises en place à Libreville, à l'aéroport international et à Bitam, dans le nord du Gabon. Ce vendredi aussi, le ministère des Affaires étrangères a organisé une cérémonie d'hommage aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Pour la circonstance, plusieurs autorités étaient présentes. Le reportage de Gabriel Ratanga et Bertin Ossaga. C'est l'heure de la reconnaissance et du couronnement de tant d'efforts déployés à la nation. Ils sont au total 10 retraités qui viennent de recevoir leur attestation de loyauté pour services rendus, et cela des mains de leurs responsables hiérarchiques. Chers collaborateurs, vous voilà aujourd'hui arrivés au terme d'une carrière immensément riche. C'est l'heure de la reconnaissance et du couronnement de tant d'efforts que vous avez déployés durant plusieurs années de vos vies, chacun à son niveau, pour le rayonnement de notre diplomatie à travers le monde. Au personnel encore en activité, pas comme Moubele Boubeya attend d'eux plus d'efforts et plus d'abnégation au travail afin d'être à la hauteur des défis administratifs. À l'endroit de ceux qui continuent de servir l'État au ministère des Affaires étrangères, je voudrais les inviter à plus d'ardeur au travail et à faire preuve de créativité afin de relever ensemble les défis qui se posent à l'administration gabonaise en général et à notre département en particulier. Rappelons que cette vague est la 2e en 5 ans. Le mot d'ordre étant lancé, il revient donc aux différents exécutants de s'en approprier et de se mettre à l'ouvrage pour que l'institution atteigne ses objectifs de performance. Signature de convention aujourd'hui à Libreville entre 2 opérateurs économiques, Sunu et Airtel, l'un exerçant dans le domaine de l'assurance et l'autre dans la téléphonie mobile. Ces derniers ont décidé de conjuguer leurs services afin de répondre aux attentes de leurs clients en matière d'assurance vie. Le point de cette rencontre avec Larissa Matsomo et Joël Tatou. Sunu Assurance et Airtel Gabon convolent en juste noces. Les 2 structures sont désormais liées par une convention d'assurance mobile dont l'objectif est de proposer des offres de services de qualité à leurs différents clients via Airtel Money. Notre ambition aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à chacun de nos clients, où qu'il soit, et quel que soit son niveau de revenu, de bénéficier pleinement des avantages et des offres de services
que nous leur présentons. L'ambition des deux partenaires est de communiquer à chacun des clients, où qu'il soit et quel que soit son niveau de revenu, des informations utiles sur les prestations offertes. Qui comporte 3 garanties: le décès, l'invalidité et le remboursement des frais médicaux, était pour nous une façon de permettre à nos populations d'accéder à l'ensemble des offres de la vie et de pouvoir définitivement changer l'image de l'assurance dans notre pays. Pour rappel, Sounou est un opérateur mondial dans le domaine de l'assurance, présent déjà dans 20 pays. Plus de 360 000 personnes ont ce jour un compte RTL Money. Sounou et RTL, à travers cette assurance mobile, veulent emmener leurs usagers à se protéger et à protéger les proches contre les aléas de la vie. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2017 bat son plein au Gabon, la rédaction de Gabon 24 s'est intéressée sur l'usage des pratiques fétichistes dans le sport, particulièrement dans le domaine du football. A-t-elle réellement un impact dans la performance des équipes? Une tentative de réponse dans cet élément que nous propose Limbris Boubala. La pratique bien connue dans le continent est aussi vieux que le monde. Il n'est pas rare de voir lors des grandes manifestations sportives des supporters bondir des objets à caractère fétichiste dans les stades avant, pendant et même après les différentes rencontres. La pratique devenue monnaie courante ne laisse pas sans réaction certains sociologues qui s'interrogent sur son efficacité. Ce que l'on constate avec les pratiques fétichistes qui sont effectuées lors des grandes confrontations footballistiques sont l'expression d'un phénomène qui a lieu partout. Mais vous pourrez commettre tous les crimes rituels que vous voulez, manger de la chair humaine à des fins fétichistes. Si vous n'êtes pas capable d'organiser une société de manière rationnelle, le développement ne viendra pas. Pour se rendre compte de son efficacité, affirme Joseph Tonda, professeur de sociologie à l'Université Omar Bongo, posons-nous la question de savoir combien de Coupes du Monde nos pays africains ont-ils glané depuis qu'ils font usage de telles pratiques. S'il n'y a pas une discipline de chacun dans le jeu, vous pouvez tuer 5 Gabonais, 5 Congolais, 5 Camerounais, 20 Africains comme sacrifice. Si vous êtes nul, vous ne marquerez aucun but. Si tous les moyens sont permis pour influencer son adversaire, il n'en demeure pas moins que dans ce type d'activité, seul le travail paie et les performances tant recherchées par les différentes équipes ne viendront que lorsqu'on aura assimilé la méthodologie. L'actualité, c'est aussi le président gambien élu Adama Barrow qui a prêté serment jeudi à l'ambassade de Gambie à Dakar, c'est au Sénégal. Le sortant Yaya Jammeh refusant toujours de quitter le pouvoir malgré la menace soutenue d'une intervention militaire internationale. Le récit de Linda Gaël Maganga. Le nouveau président de la Gambie, élu en décembre 2016, a prêté serment jeudi à l'ambassade de Gambie au Sénégal. L'état d'urgence a été déclaré, mais la constitution gambienne ne permet pas à la loi de priver un citoyen d'un droit acquis. Mon droit en tant que vainqueur est de prêter serment et de devenir président. C'est un droit constitutionnel, garanti et irréversible. Dans son discours de circonstance, Adama Barrow n'a pas manqué de souligner que la présente investiture était un droit que lui confère la constitution de son pays. Il a par ailleurs mis en garde tout ce qui tenterait de contester son pouvoir. J'appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU, et en particulier le Conseil de sécurité, à soutenir le gouvernement et le peuple de Gambie pour soutenir leur volonté, restaurer leur souveraineté et leur légitimité constitutionnelle. J'appelle les civils et les militaires à soutenir ma présidence, puisqu'elle est construite sur des fondations constitutionnelles. Adama Barrow a remercié les pays et institutions impliqués dans la résolution de la crise en Gambie, née de la contestation de sa victoire au scrutin présidentiel par Yaya Jammeh. Des groupes de Gambiens sont sortis jeudi dans les rues de Banjul pour fêter l'investiture dans leur ambassade à Dakar du président Adama Barrow, alors que les rues de la capitale gambienne étaient jusque-là désertées par crainte de troubles. Regardez.
Pas de danse et cris de joie dans les rues de Banjul, les Gambiens manifestent leur joie suite à l'investiture du président Adama Barrow jeudi à l'ambassade de Gambie au Sénégal. C'est ça dont on a besoin en Gambie et depuis des années on n'a pas pu l'avoir. Un président au pouvoir depuis 22 ans, il faut qu'il parte. Les gens ici ont du talent, mais ils n'ont pas d'endroit où l'utiliser. C'est difficile à comprendre. Les gens ont vraiment souffert, vraiment beaucoup souffert. Alors maintenant, plus de Yaya Jammeh. Nous accueillons Barrow avec la paix et de l'amour, de la stabilité qu'il nous faut. Des milliers de Gambiens sont sortis pour accueillir Adama Barrow, le président qui vient d'être élu, parce qu'il vient de Dakar. On est vraiment content, je ne sais pas quoi dire, mais je suis heureuse. Je sais que tout le peuple gambien est heureux. L'investiture d'Adama Barrow intervient alors que le mandat du président Yaya Jammeh a été prolongé de 3 mois par le Parlement. Pour le moment, l'ultimatum a été repoussé pour quelques heures encore et les pourparlers pour une meilleure sortie de crise se poursuivent à Banjul. Sur le principe, Yaya Jammeh est prêt à céder le pouvoir pour Adama Barrow, mais pose néanmoins quelques préalables comme par exemple la sécurité de ses proches et de ses hommes de main. Le président égyptien Abdel Al-Assi a assisté mercredi à la réouverture du musée des arts islamiques fermé pour rénovation après un attentat en 2014 qui avait endommagé le bâtiment et plus d'une centaine de vestiges. Le récit de Larissa Matsomo. Le bâtiment, érigé en 1903 dans le centre du Caire, avait été fortement endommagé en janvier 2014 lors d'un attentat à la voiture piégée visant le siège de la police du Caire qui se trouve à quelques mètres seulement du musée. L'attentat avait été revendiqué par un groupe djihadiste égyptien. L'explosion avait également endommagé 179 vestiges antiques, notamment des lanternes en verre datant de l'époque mamelouk, ces esclaves affranchis qui ont régné sur l'Égypte du XIIIe au XVIe siècle. Le 24 janvier 2014, une voiture a explosé devant la direction de la sécurité du Caire, provoquant des dommages dans la façade du musée et dans certains objets et vitrines. Mais Dieu merci, nous avons terminé tous les travaux de restauration, comme vous pouvez le constater. Quelques 160 antiquités ont pu être restaurées à ce jour. Toutes les pièces qui ont été endommagées dans l'incident terroriste ont été restaurées, et ceci grâce aux efforts efficaces des conservateurs du ministère des Antiquités. Le musée des arts islamiques est l'un des musées les plus anciens au monde spécialisé dans ce domaine. Il a été construit en 1881 et il a été restauré après l'incident terroriste. Le musée, qui abrite une collection de plus de 100 000 pièces, dont une épée et des objets ayant vraisemblablement appartenu au prophète de l'islam Mohammed, est l'un des plus importants au monde dans le domaine de l'art islamique. Il expose aujourd'hui 4 400 pièces contre plus de 1 450 avant l'attentat. Plusieurs pays ont contribué à sa restauration, notamment les Émirats arabes unis à hauteur de 8 millions de dollars, soit 7,5 millions d'euros, mais aussi l'Italie, les États-Unis et l'UNESCO. Ça y est, c'est fait. Donald Trump a prêté serment, devenant ainsi le 45e président des États-Unis. Dans son premier discours, il affirme qu'à partir de maintenant, ce sera l'Amérique d'abord. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Ludmila Ntuntum. À quelques heures de l'investiture de Donald Trump, Washington est au garde à vous. La capitale américaine s'apprête à accueillir 800 000 personnes pour l'événement, dont 99 groupes de manifestants. Un casse-tête sécuritaire. Je ne suis pas trop inquiet. Donald Trump est officiellement le 45e président des États-Unis d'Amérique. Le républicain a prêté serment ce vendredi à Washington. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Lors de son premier discours, le nouveau président a rendu hommage au peuple américain. La cérémonie d'aujourd'hui a toutefois une signification toute particulière, car aujourd'hui, nous ne transférons pas seulement le pouvoir d'une administration à une autre, d'un parti à un autre, mais nous transférons le pouvoir de Washington DC et nous le remettons à vous, le peuple.
and giving it back to you, the people. Dans un monde marqué et emprunté par le terrorisme, Donald Trump a réaffirmé son engagement à éradiquer ce fléau. Nous allons renforcer nos vieilles alliances et en former des nouvelles et unifier le monde civilisé contre le terrorisme islamique radical que nous allons éradiquer complètement de la surface de la Terre. Après le temps de la campagne qui a duré 17 mois et celui de la transition 2 mois et demi, voici venu celui de l'exercice du pouvoir et ce pendant 4 ans pour l'homme d'affaires et milliardaire et ancien animateur d'une émission de télé-réalité qui a promis de rendre sa grandeur à l'Amérique, mais fait face à un pays fracturé tant son style et ses propos volontiers provocateurs divisent. Il a obtenu 63 millions de voix contre les 65,8 millions d'Hillary Clinton. Pourtant, perdant dans le système de suffrage indirect. Cap sur l'Italie à présent, où Ivan Sagné recevra en janvier des mains du président de la République italienne la médaille de l'Ordre du Mérite. Ce jeune Camerounais a eu le courage de se rebeller contre les caporali, un système très répandu dans le sud de l'Italie où les immigrés, en majorité africaine, sont payés une misère pour ramasser fruits et légumes et vivent dans des conditions indignes. Le récit de Larissa Matsomo. Il était venu en Italie pour étudier par passion du football. Il y a découvert l'exploitation des migrants dans des campagnes du Sud. Ivan Sagné, un jeune Camerounais, sera bientôt décoré pour avoir dénoncé cet esclavage moderne. On partait à les 4 ou 5 heures du matin, on rentrait à 20h, 21h, dans la soirée toujours. Et le premier jour, j'ai fait 4 caisses. 4 caisses, dont j'ai gagné, multiplié par 3,50 €, j'ai gagné 14 €. J'ai dit non, c'est pas comme ça, ça c'est l'esclavage, ça c'est pas... Tu nous traites ici comme des animaux, ça. C'était pas facile. Bon, on a fait la grève, quoi. Arrivé à Turin en 2007 avec un visa d'étudiant, ce diplômé en télécommunication fait partie de la promotion de cette année d'une quarantaine de héros ordinaires, nommés chevaliers de l'Ordre du Mérite par le président de la République italienne. L'autre résultat qui est le plus important selon nous, c'est que la magistrature, on a dénoncé les caporales et les employeurs, les agriculteurs. La magistrature a fait une enquête qui a porté à l'arrestation de 16 personnes. La décoration doit lui être remise dans les prochaines semaines pour son combat contre le caporalato, le système de recrutement et d'exploitation des ouvriers saisonniers contrôlé par la criminalité organisée. Son voyage le conduit à Nardo, dans le talon de la botte italienne, où il savait qu'une exploitation cherchait des saisonniers employés à la journée. Dans un rapport de 2015, les syndicats italiens ont estimé entre 3 000 et 4 000 le nombre de travailleurs agricoles, majoritairement des migrants africains, employés dans des campagnes pour la récolte des fruits et de légumes. Et puis du sport pour la fin de cette édition. Le Sénégal a été le premier pays à se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2017 grâce à une seconde victoire en 2 matchs, 2-0 devant le Zimbabwe jeudi, c'était à Libreville. La Tunisie repart de l'avant après avoir battu 2-1 une équipe algérienne en grand danger. Le récit dans cet élément. Le Sénégal, tombeur de la Tunisie 2-0 avec pas mal de baraka, n'a connu aucun problème jeudi au stade de Franceville dans la province du Haut-Ogooué devant une faible formation du Zimbabwe qui n'a de guerrier que son surnom. Ils l'ont fait, et les jeunes l'ont fait et je suis vraiment fier du travail qu'ils ont abattu, de leur concentration, de leur abnégation, de leur implication, de leur état d'esprit. Et je crois que c'est ce type de footballeur que notre pays a besoin. Et c'est Sadio Mané, déjà buteur devant les Tunisiens, qui a concrétisé la domination de la nation africaine numéro 1 au classement FIFA en ouvrant la marque dès la 9e minute. Seul dans la surface de réparation, il a trompé de près et du pied droit le gardien zimbabwéen en courva. Ça fait 10 ans qu'on était en train de pleurer comme des enfants. Et cette année, on avait décidé vraiment de venir ici et de montrer au monde entier que le Sénégal a grandi, que cette nouvelle génération a envie d'écrire l'histoire du football sénégalais. Maintenant, le plus dur reste à venir. Le début, c'était vraiment d'essayer de sortir des poules. Maintenant, on
Voilà, on va pas en rester là. On va faire tout pour vraiment faire plaisir au peuple sénégalais. Avec 6 points, le Sénégal devant la Tunisie, l'Algérie, le Zimbabwe, 1 point chacun, est le premier pays qualifié avant la dernière journée, lundi. Le rappel des titres, avant de nous quitter, nous avons eu dans ce journal la tenue d'un conseil entre les ministères de pôle économique et les investisseurs privés du Gabon. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la restauration de la confiance entre les différentes parties. Nous suivrons pour vous cette actualité à Bangui, où les habitants de Banjul retiennent toujours leur souffle. Pour le moment, l'ultimatum a été repoussé pour quelques heures encore et les pourparlers pour une sortie de crise se poursuivent avec Yahya Jammeh, président sortant de la République de Gambie. Nous avons eu les contours de ces tractations dans ce journal. Et puis, vous le savez, vous l'avez vu sur Gabon 24, Donald Trump est désormais le 45e président des États-Unis. Il a été investi en fin d'après-midi au Capitole, l'Amérique d'abord. C'est ce qui ressort du premier discours du nouveau président des États-Unis. Voilà. Madame, Monsieur, nous vous avons livré l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur Gabon 24.